Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le studio Vous Sport pour ce PL Club. C'est le grand retour après une pause internationale et on va, Bruno, tout d'abord bonsoir, on va entamer la dernière ligne droite. Il reste 8 journées. Bon, certains clubs ont quelques matchs en plus à jouer, mais là, on ne va plus s'arrêter jusqu'au 22 mai, date des derniers matchs de la dernière journée de cette première ligue. Vous dites dernière ligne droite, c'est donc une phase de sprint. Oui. Mais je pense qu'il y en a encore qui sont en train de gravir un col de 3e catégorie. Là, il y a encore un petit peu de travail avant la fin. Effectivement, on sera bien sûr toujours avec Christian Skakels, vision du jeu. Alors, bonsoir Christian. Bonsoir Serge. Alors, bonsoir que disent les datas? Suspense pour la course au titre, suspense pour le top 4, même on va dire le top 6, top 7, les places européennes, suspense aussi pour le maintien. Oui, on est dans les starting blocks pour toutes les catégories. On va pouvoir analyser ça en détail et on va voir qui va s'en sortir à la fin. On se retrouve d'ici quelques instants pour cela, mais je vous propose de revoir les 5 plus beaux buts de la dernière journée. C'était la 30e journée. Bon, il n'y avait eu que 4 matchs parce qu'il y avait aussi les matchs de Cup, mais ça nous donne quand même quelques beaux buts. C'est parti. In by Harrison. Kept alive by Ayling, lifted into the air by Bolly. Strauss competing. Ayling! This is transformational! This is sensational! This is Leeds from the dead! Free kick taken short after all of that. Now a chance for Cedric to deliver. Plenty of pace on the cross, plenty of air underneath it as well. Saka! Beautifully hit, and how significant it could prove to be. It's Mendy. Lined up by Barnes for Castagneted! And what a hit! Even he can't believe that one. 8 Premier League games out, and that is an incredible way to return to the first team. It's Maddison! It's 2 for Leicester, and it's 2 really special goals for Leicester. The path already trodden by Castagna is followed by James Maddison with another goal to take your breath away. Beautifully through to Son, no flag, but there's the finish. It's them again. Kane and Son combine, and Derby victory already in sight for Tottenham. Et quel plaisir de retrouver Timothy Castagne, premier match en 2022 après une blessure qu'il a éloigné des terrains pendant plusieurs mois et premier but et en plus un super but. Il y a 2 joueurs de Leicester qui sont en évidence là avec le coup franc de Maddison. Ils ne marquent pas souvent, mais ça c'est un but de star. Avec ça, vous avez un transfert. Bon, on va entamer la 31e journée et ce sera une journée complète. 10 matchs sont prévus. On va peut-être revenir d'abord sur le total, le bilan, comme on peut le faire chaque semaine avec la 30e journée qui a été en partie jouée. 288 matchs, donc il en manque encore 12 par rapport aux 30 journées. On sait qu'il y a encore 9 matchs aussi qui doivent être programmés. Donc il y a encore pas mal de choses à mettre en équilibre. On sait que Salah est toujours le meilleur buteur avec 20 buts et que Alexander-Arnold est toujours le meilleur donneur d'assists. 11 passes décisives, même s'il ne sera pas là ce week-end, il est blessé. Serge, 17 buteurs différents à Liverpool. C'est quand même exceptionnel. Il n'y a pas que Salah, il n'y a pas que Firmino, il n'y a pas que Jota, donc il faut tenir 17 buteurs différents. Ouais, une équipe en tout cas qui marche très très bien pour le moment. Et je vous propose de parler de Liverpool. Ce sera le premier match du week-end, samedi 13h30. Match que vous pourrez aussi voir bien sûr sur Divertissez-vous. Liverpool-Watford, on en parle après ceci. Premier League finish line is edging closer, but there's still plenty of drama to be had at both ends of the table. Liverpool are neck and neck with City at the top. 1 point, it's just 1 point now. While Watford are fighting for their lives at the bottom. Watford restore hope. Can Klopp's Reds maintain their title hopes? Or will Hodgson's Hornets take a huge step towards survival? This is Liverpool versus Watford.
Levé de rideau de la 31e journée, Liverpool deuxième avec 69 points, un point de moins que Manchester City. Watford, là on parle bien sûr du maintien, 18e avec 22 points. Bon, on va évidemment d'abord parler de Liverpool. Ils ont l'occasion de prendre la première place avant le match de Manchester City qui jouera à 16h samedi. Et là, ils n'ont évidemment pas de droit à l'erreur parce que le week-end d'après, le 10 avril, c'est le match qu'on attend tous, Manchester City-Liverpool. Je crois que c'est exactement ce que ne dit pas Klopp à ses joueurs. Personne ne va parler du match de City. Parce que si vous... Enfin, ils sont invaincus à domicile. En face, 6 victoires en 29 matchs. Normalement, il ne vous arrive rien. Mais imaginez que vous perdiez des plumes face à Watford. Quel est le sens encore d'aller jouer ce match face à City? Donc, je pense que le vrai focus, c'est match après... D'ailleurs, il l'a dit, Klopp, dans ses interviews, on est match après match, puisqu'ils peuvent encore tout gagner. Oui, et quand on voit le calendrier, c'est exactement cela. C'est sans doute la quinzaine la plus importante parce que c'est évidemment Watford samedi, puis ce sera à Benfica en Ligue des Champions, à Manchester City le 10 avril, retour face à Benfica. En Cup, de nouveau Manchester City, là normalement ce sera à Wembley, et puis ce sera à domicile face à Manchester United, face à Everton, même si Everton n'est pas bien pour le moment, ça reste un derby, donc quel programme? Oui, mais je pense que c'est match après match pour eux. Ils ont le noyau, Serge. Ils ont un noyau extraordinaire. Vous voyez, Origi, il a quoi? Très très peu. Il a 71 minutes cette saison. Il a marqué 2 buts, dont un essentiel à la 94e qui rapporte 3 points. Oui, comme à chaque fois avec Origi. Oui, mais donc c'est une affaire de détail, c'est une affaire de noyau, c'est une affaire d'implication. Je pense qu'il a de quoi faire. Christian, cette équipe de Liverpool était à la mi-janvier, de mémoire c'était 12. Je me demande si même l'écart n'a pas été de 14 points face à Manchester City. Là, il n'y a plus qu'un seul point de retard parce que depuis le début de l'année 2022, on peut dire que cette équipe de Liverpool est absolument intenable. En Première Ligue, en tout cas, puisqu'il y a quand même eu cette défaite en Ligue des Champions, mais depuis le début de l'année, ils sont en roue libre. On va le voir sur l'infographie. C'est 10 matchs sans défaite, 9 victoires consécutives si on enlève le premier partage contre Chelsea. C'est 28 points sur 30. Il n'y a que comme ça qu'on peut revenir quand on a autant de décalage par rapport à l'adversaire qui se trouve au-dessus de soi. Maintenant, voilà, il faut continuer comme ça. Ils sont très performants défensivement, ils sont très performants offensivement, ils ont énormément de clean sheet. Si ça continue comme ça risque en fait de se batailler vraiment jusqu'à la fin. Alors, c'est la meilleure équipe du moment en championnat parce que Manchester City a évidemment perdu des points depuis la mi-janvier. On a beaucoup parlé déjà dans cette émission des 4 fantastiques qui sont devenus 5, presque 6 maintenant avec Luis Diaz, le dernier arrivé. On peut insister cette fois-ci, Christian, sur la rigueur défensive de Liverpool parce que franchement, c'est une équipe qui n'encaisse quasiment plus de buts pour le moment. Je pense que le dernier, c'était le 20 février dernier. Il reste sur 4 ou 5 clean sheets, 4 clean sheets consécutifs exactement. C'est vraiment au niveau défensif d'abord que cette équipe est brillante. C'est la clé de tout succès, c'est d'abord d'être performant défensivement et puis en plus si après on peut être la meilleure attaque du championnat, je crois qu'il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Là depuis 2022, on peut le voir sur l'infographie, ils ont encaissé 4 buts, c'est la meilleure défense en 2022 en Première Ligue. Il y a 3 buts de plein jeu et 1 but sur phase arrêtée. Et comme vous l'avez dit, on n'a plus encaissé depuis le 20 février. C'est difficile de faire mieux pour le moment pour eux, mais voilà, on sait que tout peut changer rapidement. Il faut garder cette constance, il faut être performant défensivement et alors à ce moment-là, on peut revendiquer quelque chose pour la fin de la saison. Alors la différence, Bruno, c'est que Van Dijk évidemment est de retour. C'est l'immense différence. Avec Matip, si on regarde il y a un an, ils avaient une période creuse, plus ou moins maintenant en février-mars. À l'époque, les défenseurs centraux, c'était Williams, Phillips, c'était Kabak, parfois Fabinho. La catastrophe, Kabak. Ouais. La catastrophe. Là, on voit le dernier but encaissé. Regardez, en plus, c'était un tir dévié. C'était Norwich qui avait été largement battu à Liverpool ce jour-là. Vous avez Alisson, qui est un gardien d'exception. Vous avez une charnière centrale devant lui qui est exceptionnelle. Vous retrouvez vos flancs défensifs qui vous envoient 11 et 10 assists de chaque côté. Vous avez un entrejeu qui carbure avec des possibilités de rechange incroyables. Et vous avez 3 attaquants que vous pouvez retirer, en placer 3 autres, qui monopolisent 5 à 6 défenseurs. Écoutez, c'est à tous les étages qu'ils sont performants. Et l'objectif principal de Klopp, et il l'a dit, c'est de rendre Liverpool une équipe difficile à gérer par l'adversaire.
Il l'a encore dit par rapport à Manchester City, la lutte pour le titre, nous devons faire en sorte que nous les ennuyions le plus longtemps possible. Donc il met chaque fois la pression sur les autres. Oui. Il a une équipe très libre, très libérée aussi dans son jeu. Ouais. Bon, ce sera le calendrier évidemment géré, on l'a dit, il y aura des matchs importants quasiment tous les 3 jours maintenant. C'est ça finalement le pire ennemi de Liverpool, c'est de pouvoir enchaîner et d'être aussi performant à chaque fois. Ou son meilleur allié. Quand vous avez des joueurs qui sont vraiment focus et qui sont tous prêts de façon optimale, quand vous avez une et période qui sont tous en forme au même moment, c'est ça le plus important. C'est ça le plus difficile peut-être aussi. Oui, et voir aussi peut-être comment un joueur comme Salah va par exemple digérer une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Comment on va digérer l'élimination. Voilà. Il y a des détails qui peuvent jouer, mais pour le reste, il a une équipe hyper performante à tous les niveaux. Ouais, c'est clair que Liverpool sera archi favori à Anfield ce samedi 13h30. On va quand même évoquer cette équipe de Watford qui continue à lutter pour le maintien. Ça semblait mal parti, mais il y a quand même une victoire lors de la dernière journée, une victoire à Southampton 1-2. Christian, par contre, dès que Watford accueille une équipe du top ou affronte une équipe du top, ça a l'air très compliqué cette saison. C'était le cas avec Ranieri, c'était même le cas avec le premier coach de la saison. C'est toujours le cas avec Hodgson. C'est évidemment pas à ce moment-là qu'il faut faire des performances parce qu'on sait quand même que de ces équipes de ce bas de classement, pour eux, ce qui est important, c'est cette mini-première ligue avec les équipes qui vont se battre pour la relégation. Ils n'ont pas de performance à part contre Manchester United, voilà, où ils ont gagné quand même 4-1 et c'était vraiment dans des circonstances un peu spéciales, et le 0-0. Mais pour le reste, ce ne sont que des défaites et il reste encore 3 matchs importants puisqu'ils doivent encore aller à Manchester City, à Liverpool ce week-end et à Chelsea. Donc là, il n'y aura pas beaucoup de points qui vont ressortir à mon avis de ces confrontations, mais il faudra être performant contre les équipes, contre les concurrents directs et essayer de s'en sortir à ce moment-là. Et on l'a vu, hein, c'était 0-5 au match aller avec notamment un triplé de Firmino. Alors, il y a quand même un espoir du côté de Watford grâce à cette victoire à Southampton, on l'a dit, mais aussi parce que c'est une équipe qui peut être efficace sur les reconversions offensives, les reconversions rapides. Et ça, on le dit depuis le début de l'émission, pour une équipe qui lutte pour le maintien, c'est essentiel. Dans l'infographie de Liverpool sur l'aspect défensif, on a remarqué qu'il y avait 2 ballons qui étaient partis de très loin, qui étaient une reconversion rapide et un jeu rapide. Eh bien, c'est exactement le jeu offensif de Watford. C'est la seule qualité qu'ils ont parce que dans tous les autres domaines, ils ne sont pas du tout performants et donc ils devraient utiliser ça. Et ce qui est important, c'est de voir qu'il y a des joueurs qui sont impliqués dans ce domaine-là et notamment Emmanuel Dennis ou Sarr. Et on va voir, ils vont essayer de les surprendre. Évidemment, ça va être compliqué parce que ça reste quand même Liverpool. Mais si c'est une arme importante, il faut vraiment l'utiliser. Et on le voit d'ailleurs sur les images. Il y a une récupération contre Chelsea et c'était très haut. Et voilà, ça se termine par ce tir croisé. Et donc, il y a moyen de surprendre une équipe du top comme ça, mais ça va quand même être difficile. Mais Christian, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est une équipe vieillissante. On sait que Roy Hodgson ne va plus très très vite à 74 ans. Mais si on regarde les 9 meilleurs temps de jeu du côté de Watford, on a 7 trentenaires, voire plus. Donc, qui court vite dans cette équipe alors? Qui court vite? Pas les trentenaires en tout cas, puisque dans les 9 buts marqués sur reconversion rapide, il y en a 8 qui ont été marqués par des joueurs de moins de 24 ans. Donc il y a Denis, il y a Sarr, il y a João Pedro. Le seul qui a marqué, qui est au-dessus de cet âge-là, c'est Joshua King qui a 30 ans. Donc c'est évidemment pas sur les trentenaires qu'il faudra se reposer pour aller dans la vitesse, mais bon, eux, ils ont l'expérience, ils ont normalement la capacité de stabiliser l'équipe et les feux follets, ceux qui doivent faire exploser la machine, ce sont les jeunes et il faut compter là-dessus. Alors Christian, au classement justement des reconversions rapides, on voit que Watford est plutôt dans le haut du tableau, ce qui est le contraire évidemment du classement général de cette équipe. Oui, on le voit, jusqu'à la semaine passée, ils étaient 2e puisque Liverpool a encore marqué sur reconversion rapide. Mais voilà, ils sont 3e dans ce classement en compagnie de Southampton, Leicester et Crystal Palace qu'on va évoquer un peu plus tard. Mais voilà, ils sont comme je l'ai dit, c'est la seule qualité tactique qui est pertinente et qui permet de les classer très haut dans ces reconversions rapides. Maintenant, il va falloir confirmer ça et continuer à être dans ce haut de classement pour pouvoir prendre des points jusqu'à la fin de la saison.
Alors, la reconversion rapide, oui, Bruno, mais pour ça, il ne faut pas encaisser 3, 4, 5 buts face à Liverpool. Donc, ça va surtout être un gros travail défensif. Et Ben Foster, avec ses 38 ans, là, il va devoir tenir la mobilette. Ouais. Personnellement, relégable en puissance. Je ne vois pas très bien comment ils vont s'en sortir. Avec Kabasele qui a quand même un peu plus de temps de jeu. On ne l'a pas vu pendant des mois et des mois. Là, il est quand même de retour. Oui, mais c'est assez faible hein, comme temps de jeu. Je l'ai noté d'ailleurs, son temps de jeu. Il a été titulaire, hein, il me semble, lors de la 18% victoire. de temps de jeu, 4 titularisations. Ah, ça reste une petite saison pour lui, évidemment. Hein. Ouais, une équipe qui encaissait beaucoup avec Ranieri pendant la courte période de l'Italien, mais même avec Hodgson, il continue à encaisser pas mal de buts. Voilà, donc mission difficile, mais on ne sait jamais. On reste quand même à une période charnière. Et c'est vrai que Liverpool était dans un élan extraordinaire. Il y a eu cette pause internationale, donc ça peut aussi peut-être un peu freiner, ou alors ça permet de recharger les batteries. Ça peut être les deux versions. Je ne vois pas très bien comment la pause internationale va aider Watford par rapport à Liverpool. Aidez-moi, essayez de trouver quand même un peu de suspense dans ce match. Je souhaite le meilleur à Watford, bien sûr, évidemment. Mais je ne vois pas très bien comment ils vont s'en sortir. Ça va aller tellement vite. Ça va aller tellement vite. Ok, voilà pour la première rencontre du week-end. On va passer directement pour l'autre, en tout cas, match que l'on va observer, analyser, préfacer. C'est le dernier, c'est lundi soir. C'est Crystal Palace qui accueille Arsenal. Un derby londonien. On en parle après ceci. Martinelli. Gallagher! Oh, beauty! What a finish from Bukayo Saka. Oh, what a strike! Nous avons choisi ce déplacement d'Arsenal, Bruno, parce qu'Arsenal est 4e et qu'ils sont pour le moment favoris à la qualification à la Ligue des Champions. Et de loin, vu leur stat actuel, et puis avec leur programme, avec la façon dont l'équipe tourne aujourd'hui, c'est le plus grand candidat au top 4, parce que je pense que c'est fini pour les Red Devils. Il reste encore Tottenham. Ils doivent s'affronter encore. Tottenham-Arsenal, c'est pas encore programmé. Même s'il y a un peu d'avance pour les Gunners, il y a encore les Spurs qui pourraient aller les chercher. C'est 3 points d'avance pour Arsenal et un match encore de moins. Donc ils pourraient éventuellement, mais je pense que c'est face à Chelsea, ce match de retard, ils pourraient augmenter cet avantage. Crystal Palace, par contre, une équipe bien installée dans le ventre mou du classement, mais une demi-finale de Cup quand même à Wembley face à Chelsea. Donc là, déjà, c'est quand même un bel aboutissement pour la première saison de Patrick Vieira. Oui, une équipe qui devient difficile à battre. Une seule défaite sur les 7 derniers matchs joués. Par contre, c'est 4 partages. Donc c'est encore difficile pour Palace d'aller gagner des matchs, mais qui devient difficile à battre. Alors, une équipe difficile à battre et dangereuse. Là aussi, Christian, sur reconversion rapide, vous avez ressorti d'ailleurs le même tableau que pour Watford. Oui, et c'est surtout pour le comparatif avec Arsenal, parce que Arsenal est aussi dans ce classement où il est classé 2e. On le voit, là, je les ai fait ressortir en premier à gauche de chaque barre. Arsenal, 10 buts sur reconversion rapide. Crystal Palace, 9 buts sur reconversion rapide. Le décor est planté, hein, on comprend directement ce qui va se passer et on va voir que ça sera surtout à ces points d'inflexion, de perte, possession, possession-perte. On va voir qui va pouvoir accélérer le plus rapidement et pouvoir surprendre son adversaire dans ce domaine très très important, surtout en fin de saison, qui est la reconversion rapide. Alors jouer à Selhurst Park, c'est pas spécialement un avantage pour Crystal Palace. En 2022 à domicile, c'est 3 défaites, 2 partages, mais quand même 3 victoires en Cup. Donc on va dire qu'il y a du bon et du moins bon. Oui, puis il faut regarder l'adversaire qui se déplace. Sur leurs 9 derniers matchs, les Gunners vont jouer 5 fois à l'extérieur. Ok. Ils restent sur 5 victoires à l'extérieur, hein, les Gunners. Oui, mais ils ont 5 défaites déjà à l'extérieur cette saison. Est-ce que toutes ces données-là ont changé maintenant véritablement par rapport à la nouvelle dynamique ? Ou est-ce qu'il restera une petite trace encore de ces 5 défaites déjà connues à l'extérieur cette saison? En tout cas, Crystal Palace, au match aller, est passé quand même à côté d'une belle victoire parce que, Christian, cette équipe de Palace a parfois tendance à avoir des moments d'absence dans des matchs, en encaissant parfois des buts un petit peu venus de nulle part. Et ici, c'était au match aller à la 95e minute, alors que Palace avait la victoire entre les mains. On va voir les images d'ici quelques instants. C'était sur le dernier corner. On a même dépassé les 4 minutes de temps additionnel. Et c'était déjà arrivé aussi, notamment face à Brighton, où ils avaient encaissé à la dernière minute, même dans le temps additionnel.
Très surprenante cette équipe. 13 partages, c'est l'équipe qui fait le plus de partages sur la saison. C'est une équipe qui est capable de battre Manchester City et d'aller faire un partage aussi là-bas. C'est une équipe qui est capable de perdre en étant inexistant pendant la plus grande partie du match. C'est une équipe qui marque très peu de la tête alors qu'ils ont Benteke. C'est une équipe qui passe par les centres et qui a des joueurs comme Gallagher qui viennent de deuxième ligne. Et en même temps, ils ont Zaha qui est en même temps quelqu'un qui peut recevoir le ballon venant de l'axe et faire un enchaînement out vers in et être très fort sur des tirs enroulés. C'est très très paradoxal en fait. Quand on regarde Crystal Palace, on ne sait pas s'ils sont motivés pour aller plus haut. Des fois c'est un peu insipide et parfois des fois c'est très surprenant. Benteke avait marqué dans ce match, hein, Serge. Oui, effectivement. Mais par contre, il joue plus beaucoup là depuis quelques Il matchs. a quoi, 40% de temps de jeu, Ouais. 4 buts, un assist. C'est pas encore très laid hein, comme Non. stat. Bon, paradoxal, irrégulier, hein, c'est les termes utilisés notamment par Christian. Alors c'est une équipe qui, en tout cas, a connu une véritable révolution cette saison, l'arrivée de Patrick Vieira, qui a remplacé Hodgson. Alors Hodgson, quand même, il a maintenu cette équipe année après année avec des joueurs qui avaient pour la plupart plus de 30 ans. C'était un petit peu une équipe qui était figée dans la naphtaline, mais qui se sauvait année après année. Patrick Vieira arrive et là, on a tout d'un coup des jeunes joueurs. J'ai noté Guéhi qui a quand même fait ses débuts avec l'équipe nationale anglaise. Pareil pour Tyrek Mitchell qui a joué cette semaine les matchs amicaux. Il faut y ajouter Eze, 23 ans. Michael Olise, lui, il a choisi la France avec les U21. Il aurait pu jouer aussi pour l'Angleterre, mais il est international avec les U21 français. Et puis, Conor Gallagher, 22 ans. C'est lui qui a fait fondre la naphtaline. Hein. Voilà, une des révélations de la saison avec vraiment toutes catégories confondues. 22 ans. Il a aussi joué avec l'Angleterre. Il a même été très bon dans le match amical face à la Suisse. 8 buts, 3 assists, 85% de temps de jeu. C'est la révélation qui sera probablement à Chelsea la saison prochaine ou avec un transfert imposant. Il ne va pas rester à Palace. Non. Mais ça, c'est l'éclat, c'est le joyau, c'est le bonheur à regarder. Christian, ce joueur, donc on l'a dit, prêté par Chelsea, qui avait déjà été prêté la saison dernière, c'était à West Brom, mais qui cette saison vraiment crève l'écran. Oui, et il y a 2 saisons, dans le travail que j'ai fait pour un club, il était dans une des listes alors qu'il était en 2e division en Championship et il était très surprenant et on avait trouvé en fait que ce joueur était un peu trop court. Alors on avait fait une infographie en début de saison où on avait montré que sur l'ensemble des clubs où il était passé, il était déjà à 10 buts et 10 assists et cette saison il est déjà à 8 buts et 3 assists avec de très beaux buts surtout où il est très fort. C'est que il a marqué un superbe but aussi sur tir enroulé de très loin, mais aussi il vient de 2e ligne sur des centres. Donc c'est quelqu'un un peu à l'image de Tielemans. Il parvient un peu à rester en retrait, mais dès que le ballon se situe dans les 16 derniers mètres et qu'on est prêt pour donner un centre, il vient se proposer au cordeau. Et on le voit sur l'infographie, il a marqué 4 buts suite à un centre et 4 buts suite avec une reprise au cordeau. Donc c'est un joueur qui est très très important. Je pense qu'il a été valorisé aussi comme le joueur le plus performant comme joueur de Chelsea qui est parti en prêt quelque part. Et donc comme le dit Bruno, à mon avis, ça va être compliqué de le conserver à Palace et il va sûrement se diriger vers une autre destination la saison prochaine. Conor Gallagher, eh bien, on va voir quelques-uns de ses beaux buts. C'est un joueur, en tout cas, qui a tout pour plaire, Christian, parce qu'il est élégant techniquement. C'est aussi quelqu'un qui met beaucoup d'intensité. C'est souvent le premier joueur qui fait le pressing, qui réussit des passes décisives, qui sait marquer. Franchement, on a beau chercher, on ne lui trouve pas de défaut. Il y a beaucoup de joueurs comme ça en Angleterre. C'est un peu typique comme ça. C'est un peu comme Steven Gerrard dans le temps. Ce sont des joueurs qui lâchent rien, qui ont une condition physique exceptionnelle, qui vont dans les duels, qui se font secouer aussi dans des duels parce que ce sont des joueurs créatifs. Et ils vont d'un rectangle à l'autre, ils sont tout le temps en mouvement et ils se situent, pour un joueur comme ça qui vient de 2e ligne et qui se situe toujours pratiquement au-delà du point de penalty, ça c'est une force énorme pour une équipe parce que ça donne des possibilités pour les attaquants de plonger dans cette première zone au premier poteau, mais lui il est toujours en retrait pour recevoir ce ballon et il est très très adroit. J'aime beaucoup la comparaison avec Steven Gerrard. Parce que je cherchais comment caractériser le potentiel, l'humeur de ce joueur sur une pelouse. C'est un emmerdeur fini pour l'adversaire, hein, ça. Et Gerrard était comme ça. C'est vrai. Merci, Chris. J'ai trouvé.
Bon, en tout cas, il peut jouer face à Arsenal, mais il ne pourra pas jouer la demi-finale face à Chelsea parce qu'en Angleterre, c'est comme ça, c'est dans les contrats de location. On ne peut pas jouer face au club à qui on appartient. C'est quand même dommage. Comment on comprend cette règle quand même, hein? Oui, mais quand même, je trouve que voilà, plus les années passent, plus je trouve que cette règle est désuète. Vous jouez contre vos propres intérêts. Oui, ceci dit, imaginez qu'il ait une prime parce que Chelsea gagne la D'accord, mais Cup. s'il prend de la valeur cette saison, et on parle même de clubs italiens comme Milan et la Juventus qui ont un œil dessus, s'il prend de la valeur, c'est parce qu'il joue avec Crystal Palace cette saison. C'est Crystal Palace qui l'a mis en vitrine. On peut faire beaucoup de choses avec Chelsea, mais pas faire jouer Gallagher avec Arsenal, avec Crystal Palace, pardon. Ok, en tout cas, voilà pour Crystal Palace et on se réjouit de voir lundi soir du côté de Selhurst, Conor Gallagher. Arsenal, de son côté, c'est une saison aussi tout en contraste. On rappelle quand même qu'ils avaient perdu les 3 premiers matchs, qu'il y a eu des moments très difficiles. On se souvient d'une défaite à Everton, alors que franchement, plus personne ne perd face à Everton depuis très longtemps. Voilà, une équipe d'Arsenal qui néanmoins a trouvé la bonne carburation et qui la aligne. Bon, il y a eu la défaite face à Liverpool, mais aligne quand même des bons résultats et des bonnes prestations. Oui. Surtout, on n'avait plus vu Arsenal à ce niveau-là depuis quand même plusieurs saisons. C'est peut-être le petit bémol. Face au traditionnel top 5, ils sont battus 2 fois par City, ils sont battus 2 fois par Liverpool, ils ont déjà été battus par Chelsea, ils ont déjà été battus par les Red Devils. Ils doivent encore jouer Chelsea et Manchester United. Donc on peut dire quand même, pour un top 4, ça fait mauvais genre. Pour le reste, le 15 sur 15 qu'ils ont fait dans la foulée là, après le partage face à Burnley, les lance probablement, parce qu'il faut toujours faire attention, toujours un bémol avec Arsenal, probablement vers le top 4, parce que s'ils laissent filer ça maintenant, ça va être dur à digérer pour eux. Ils viennent de loin, hein? Oui, ils viennent de loin. En tout cas, ils viennent de réussir 5 victoires consécutives en déplacement. Et avec Christian, on va regarder cette année 2022 un peu plus en détail pour les Gunners. 9 matchs, 19 points sur 27, c'est plus qu'honorable, avec 2 défaites évidemment contre 2 équipes qui sont au-dessus d'eux. Cette défaite contre Manchester City et Liverpool 2 fois à domicile, mais pour le reste, c'est pratiquement un sans faute à part ce 0-0 contre Burnley. Voilà, si on observe la timeline d'Arsenal cette saison, c'est très très intéressant parce que, comme vous l'avez dit, on voit les 3 premiers matchs est catastrophique. Après, énormément de buts qui ont été marqués sur des circonstances favorables, des buts contre son camp, des tirs déviés, des choses comme ça, des erreurs de l'adversaire. Mais malgré tout, ils ont profité de ça pour se refaire une santé. Ils ont avancé, ils ont commencé à progresser. Il y a des joueurs qui commencent à s'exprimer et qui commencent à performer avec du haut niveau. Comme dit Bruno, ça manque encore un peu de performance contre le top du top. Donc, pour le moment, je pense qu'ils sont à leur place. Maintenant, dans la progression, il faut vraiment arriver à faire de temps en temps un très bon résultat contre une équipe du top. Et alors, à ce moment-là, ils vont pouvoir revendiquer une place beaucoup plus sûre dans ce top 4. En tout cas, les fondations semblent plus solides cette saison, avec notamment l'arrivée du gardien Ramsdale. Les performances défensives sont en évolution, en progression. Oui, en 2022, il y a 8 buts, donc on voyait les performances de Liverpool, et bien, se situe dans cette catégorie-là. Regardez par rapport aux autres équipes. Qui est devant eux? Chelsea, Manchester City, Liverpool, ça c'est normal. Newcastle, ça c'est la bonne surprise, mais on sait pourquoi. Et voilà, on retrouve les 2 suivants là qui vont se rencontrer, qui est Arsenal et Crystal Palace au niveau de l'aspect défensif. Ça va être aussi très intéressant. Donc d'un côté, on voit un aspect défensif de 2 équipes qui sont très fortes en 2022, et de l'autre côté, 2 équipes qui vont marquer sur des reconversions rapides. Donc il va falloir quand même une erreur défensive pour pouvoir les départager. Bruno, vous qui avez toujours un œil pertinent sur les gardiens, que pensez-vous de la saison d'Aaron Ramsdale? Son transfert avait quand même créé pas mal de doutes parce qu'il a toujours joué avec des équipes qui jouaient plutôt le maintien, voire la relégation. Il a souvent été relégué dans sa carrière. Mais voilà, maintenant il y a une espèce de consensus pour dire que c'était finalement le gardien de la situation. Je l'adore. Au début, je le trouvais... Ça, c'est rare. Au début, je le trouvais pas vraiment fini techniquement. Oui. Mais ce que ce garçon-là a fait, avec sa puissance, avec la force de ses poignets, ses chevilles, s'accrocher sur sa ligne de but, je crois que c'est celui qui a fait le plus d'arrêts miraculeux. Et donc, on aime parce que c'est spectaculaire. Après, je pense qu'un ballon... Il faut que ce soit efficace aussi. Il est efficace. Après, je pense qu'un ballon passera encore entre ses jambes de temps en temps. Mais quelle présence, quelle puissance physique et quelle mentalité. Parce que il joue bien à 0-0. Il ne faut pas jouer bien quand votre équipe est menée à 0. Il joue bien à 0-0. Il a fait gagner un nombre incroyable de points. Le top 4, c'est aussi lui.
Ouais, et il apporte cette personnalité parce que ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a pas de leader du côté d'Arsenal, que ça manque de caractère. Oui, il n'y a pas que lui. Vraiment. Parce que je me demandais pourquoi Sambi a disparu. Pourquoi Sambi Lokonga a disparu depuis le 0-0 à Burnley, où en 15 matchs, il a joué une fois 90 minutes. Mais parce que Smith Rowe, Ødegaard, Partey, il y en a un quatrième que j'oublie. Xhaka. Ouais. Mais c'est depuis que Xhaka est revenu de blessure. Oui, mais là, vous avez de la personnalité. C'est 4 joueurs avec de la personnalité. Plus un gardien, plus une défense rassurée, plus des joueurs devant qui commencent à avoir un impact réel. Avec Lacazette qui est toujours là, mais Aubameyang qui est parti, on peut dire... Quel travailleur, Lacazette. Oui, on peut dire que le départ d'Aubameyang a un petit peu libéré tout le monde. Après, il fait du très bon boulot au Barça. Je crois qu'il était déjà parti avant de partir. Hein. Oui, c'est pas faux. Ouais. Donc maintenant, ils ont simplement soulagé un casier dans le vestiaire, mais il était déjà parti. Et un petit peu la charge financière aussi. La fiche de paye est un petit peu allégée. Donc ça fait du bien à tout le monde. On parle de passion, l'argent est tellement peu. Mais bon, ça en fait partie. Hein. L'économie fait partie du football de haut niveau. Bien sûr. Alors cette équipe, offensivement, le contraste en déplacement est parfois étonnant, Christian. Très étonnant. Très étonnant. Quand on va voir sur l'infographie, ils ont marqué 14 buts en première mi-temps en déplacement. Donc ça veut dire qu'ils ont l'intention de faire le jeu, l'intention de prendre la possession de balle, l'intention d'être performant. Et puis en deuxième mi-temps... Pourtant, il y a quand même des moments où l'adversaire faiblit quand même dans cette deuxième mi-temps. Et là, on se retrouve avec la deuxième moins bonne performance en deuxième mi-temps en déplacement, avec 6 buts seulement. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut mener en première mi-temps. Sinon, revenir en deuxième, ça va être compliqué. Donc, c'est aussi un aspect qu'on peut observer avec Arsenal d'ici la fin de saison et voir s'ils ne peuvent pas être un peu mieux dans ce domaine-là. Alors c'est un tableau évidemment lié au scénario parce que si on prend justement les 5 derniers matchs en déplacement, les 5 victoires, ils marquent à chaque fois le premier but de la rencontre et en première mi-temps la plupart du temps. Voilà, quand c'est favorable comme ça, c'est le fameux plan A, hein. Quand ça fonctionne, ça fonctionne. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ça fonctionne moins bien ? Et donc, voilà, il faut profiter de ces moments-là, hein, puisque si c'est quelque chose qui est travaillé et si c'est une envie tactique de mettre ça en place, il faut en profiter. Mais il faut aussi avoir l'alternative parce qu'on a un adversaire qui peut vous poser des problèmes. Je pense que Palace va leur imposer un match très physique. Hein. Oui. Même si Palace a la demi-finale, bon, c'est 2 semaines après, mais il y a peut-être la demi-finale de Cup en tête. Ça reste un derby. Hein. Ça reste un derby, effectivement. Bon, vous savez, hein, ça tremble, hein, là. Ah, c'est leur Park, c'est vrai que c'est un des vieux stades encore où le public est très près de la pelouse. Il y a encore quelques beaux tests pour Arsenal, à Palace déjà lundi soir, mais il y aura aussi à Tottenham, à Chelsea, face à Manchester United. Donc finalement, ce seront des matchs, autant de matchs tests pour Arsenal, pour Mikel Arteta aussi, parce qu'il y avait beaucoup de doutes sur la manière dont il pouvait mener cette équipe d'Arsenal en top 4. Je pense que quand vous avez déjà 5 défaites à l'extérieur, il ne faut pas une 6e pour le top 4. Hein. Ouais. Donc, à eux de jouer. Bon, on va revoir notamment le but marqué à Aston Villa, c'était lors du dernier déplacement. Voilà, un but, on le disait, marqué en première mi-temps, et ça suffit pour s'imposer 0-1, parce que aussi défensivement, c'est solide, donc tout est lié finalement. Oui, même si, bon... On l'a déjà vu, hein, ce but dans le top 5. Je pense qu'il y a un petit peu de réussite aussi parce que le gardien ne voit pas le ballon vraiment partir. Il est un peu en retard. Vous voyez, ce ballon-là, il est abordable pour un gardien normalement. Mais bon, ça fait partie d'une équipe qui est en pleine bourre, peut-être en pleine gloire hein, cette saison. Si c'est le top 4, Oui, puisque ça fait 5 ans que c'est plus arrivé du côté d'Arsenal. Donc l'objectif, c'est vraiment d'arriver dans le top 4. Et pour ça, il faudra déjà réussir un bon résultat. Moi, je dirais même aller gagner du côté de Crystal Palace lundi soir. Bien sûr. Il n'y a pas photo, il faut gagner ce match-là, bien sûr. Un petit mot quand même sur Saka, sur Smith Rowe, même s'il est moins titulaire pour le moment. En tout cas, il y a toujours cette jeunesse. Hein. On peut parler de baby gunners pour le moment. Ah oui, et capacité d'infiltration de ces joueurs-là, c'est peut-être encore plus rapide du côté de Saka, mais comment il s'infiltre en Smith Rowe entre les lignes, c'est très très joli à regarder. Hein. Voilà, rendez-vous donc lundi soir pour cette rencontre. Mais je vous propose de revoir tous les matchs, tous les rendez-vous de ce week-end sur Divertissez-vous d'abord, sur Vous Sport World. Ensuite, Liverpool-Watford, samedi 13h25, suivi de Goals of the Day à 15h45. Alors, si Liverpool gagne, évidemment, ils prennent la première place. Bien sûr. Ils prennent 2 points d'avance sur Manchester City. Mais vous pourrez suivre Burnley-Manchester City dans le Goals of the Day à partir de 15h45. Burnley qui n'est pas encore condamné. 2 matchs de moins, ils ne sont pas encore condamnés. Et se déplacer à Burnley, c'est toujours un match compliqué parce que c'est très physique et c'est une équipe qui défend bien. Samedi soir, Manchester United, Leicester. Bruno. Choc, un gros choc. Et ça va mieux du côté des Foxes.
On passe à dimanche, West Ham-Everton, avec évidemment Everton qui doit absolument mettre fin à cette espèce de... Voilà, de marasme, de faillite, et ils sont en train de couler. Et West Ham a mis fin à ses ambitions de top 4 avec les dernières stats, je pense que inaccessible. Oui, mais il reste encore l'Europa League pour eux et peut-être se qualifier pour la prochaine Europa League. Tottenham-Newcastle, voilà, match important aussi pour les Spurs qui doivent absolument coller à Arsenal. Et on terminera lundi soir pour la 31e journée, en tout cas avec Crystal Palace-Arsenal. Des matchs d'alignement, on en a avec un très important Burnley-Everton. Ça, c'est peut-être la dernière chance pour Burnley justement de pouvoir se sauver. Oui, et les rotules qui tremblent du côté des Toffees. Parce que si vous perdez ce match-là... Ça va être compliqué. Et l'arrivée de Frank Lampard, pour le moment, n'est pas une réussite. On peut dire ça. Avec beaucoup de soucis du côté de Goodison Park. N'oubliez pas non plus les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux. Sur le tam-tam. On est partout. Pas sur TikTok en tout cas, mais sur le blog également. Ben voilà, c'est ici que se termine cette émission. Merci Bruno. Merci. On salue également Christian que l'on retrouvera bien sûr jeudi prochain. Salut Christian. Bon week-end et bon match à tous. On sera évidemment tous ensemble pour cette 31e journée ce week-end. Avant de se quitter, on a toujours cette petite séquence nostalgie, Bruno. Et cette fois-ci, ça prouve aussi qu'on a un petit peu de bouteille parce qu'on va parler de Patrick Vieira. Vous vous souvenez quand il était joueur d'Arsenal ? J'ai commenté ce match. Mais on était commentateur déjà au début des années 2000. On a vu Rooney démarrer. Rooney démarrer, on a même vu la fin de sa carrière. Son premier but, je m'en souviens, c'était d'ailleurs face à Arsenal en première ligue. Pourtant, nous restons jeunes, hein ? Oui, malgré. Toujours. Allez, séquence nostalgie. Patrick Vieira. Alors pour les plus jeunes, ceux qui n'étaient pas à l'époque, qui ne suivaient peut-être pas la première ligue, c'était le capitaine d'Arsenal, capitaine des Invincibles. Il a passé, je crois que c'est 9 saisons, 10 ans presque, du côté d'Arsenal. Et c'était un petit peu la première ligue d'une autre époque, Bruno. Celle où on pouvait vraiment se rentrer dedans, où il y avait des caractères, des personnalités. Roy Keane face à Patrick Vieira, c'est la légende. On se bagarrait dans les couloirs avant que le match ne démarre. Effectivement, vraiment une grande période de Première Ligue. C'était une très bonne période aussi. Il avait quelques kilos en moins, je dis ça pour les jeunes qui ne le reconnaîtraient pas tout de suite. Oui, il était beaucoup plus actif sur le terrain. Maintenant, il est plutôt actif sur le bord de touche. En tout cas, Patrick Vieira reste une légende. C'est le capitaine d'Arsenal. Et ça fera toujours un pincement au cœur de le voir face aux Gunners. Lundi soir, on se quitte donc avec Patrick Vieira. Passez une excellente soirée. On se retrouve sans faute ce week-end. Bye bye. The captain, the inspiration, Patrick Vieira. Arsene Wenger believes that this young man can become the focal point in his team in the years ahead. Vieira lines it up. My word! Patrick Vieira with an absolutely marvellous goal. Vieira! No messing around. And it's the skipper, Patrick Vieira. He's a pretty fiery character, Vieira. Vieira against Keane will be one of the central confrontations. And it's red. Patrick Vieira dismissed. Don't mess with me is the message from Patrick Vieira. Absolutely immense defending by the big man there. Arsenal inspired as ever by their skipper Patrick Vieira. Arsene Wenger would say that this man is priceless. Extraordinary scenes here. Patrick Vieira has broken Spurs' hearts already. The most glorious season that any Arsenal fan can remember. They are unbeaten. Hail the history men. Patrick Vieira, absolutely world class.